Bonjour à tous, une nouvelle vidéo cette fois-ci sur les suites pour pouvoir avancer en autonomie un petit peu puisque bon, ça tombe plutôt bien, on a eu des 2 heures là qui n'ont pas pu être faites mais ça tombe sur une partie du cours qui revêt quand même moins de difficultés dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui ont déjà été vues en première et en terminale. La grosse différence, ça va être sûrement les exemples. Et encore, vous verrez qu'il n'y en a pas tant que ça, parce que justement, comme beaucoup de notions sont déjà connues, j'ai pas forcément prévu autant d'exemples que ce que je peux en faire parfois. Et l'autre grosse différence, c'est que là, on va essayer de démontrer un maximum de choses. Alors, peut-être pas tout, parce que c'est trop chronophage, mais quand même suffisamment de choses, en tout cas, pour avoir une bonne idée de comment se démontre celle qu'on n'aura pas le temps de faire. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, je vous resitue. On était justement dans le 2-2, là, on parlait de monotonie des suites. Donc, bon, justement, on n'était pas censé apprendre grand-chose, même si on avait vu là les deux fameuses méthodes les plus utilisées. Je rappelle que ce ne sont pas les seules pour étudier la monotonie d'une suite. Et certains se sont rendus compte qu'en fait, ils ne les connaissaient pas si bien que ça, surtout la deuxième. Voilà. Donc bon, là, c'est pas l'objectif dans cette vidéo de reprendre encore tout ça. Il y a des exemples qu'on terminera d'ailleurs en cours. Je vous ai demandé d'y réfléchir, mais voilà, pas l'objet non plus. Donc, je reprends du coup à cette proposition qu'on n'a pas encore remplie. Donc, justement, on va commencer par ça. Donc là, justement, parler de monotonie, etc. Et de cette proposition, elle nous précise simplement le cas des... Alors, attention, elle ne donne pas une baguette magique, mais elle précise un petit peu le cas des suites définies par récurrence, parce que dans les méthodes qu'on a vues, c'est possible, bien sûr, qu'elles fonctionnent sur les suites définies par récurrence. C'est pas non plus automatique, parce que, donc je rappelle ce qu'est une suite définie par récurrence. C'est une suite qui est, pour laquelle un terme est défini seulement en fonction du précédent. Et donc on donne le premier terme de la suite pour pouvoir faire un jeu de domino comme ça, hein, c'est-à-dire qu'avec U0 je construis U1, avec U1 je construis U2, etc. Et donc forcément, l'étude de variation ne ressemble pas du tout aux variations d'une fonction, puisque là la suite n'est pas écrite avec de la même manière qu'une fonction. Cependant, le UN plus 1 moins UN ou le UN plus 1 sur UN dans les bonnes conditions peuvent fonctionner. Bon. Mais il y a aussi autre chose qui peut être utile pour les suites définies par récurrence. Donc justement, c'est ce que dit cette proposition. Si on considère la fonction génératrice, donc celle qui vraiment permet de construire UN plus 1 à partir de UN, donc bon après je vais vous donner un exemple, hein, donc j'en fais pas forcément un avant. Cette fonction, si jamais par chance elle est croissante, alors on va avoir quelques informations sur la monotonie de la suite. Déjà, si elle est croissante, c'est ce qu'on dit ici, si j'arrive à le... Voilà, oui, ça c'est un peu épais là. C'est pas grave. Je vais juste quand même prendre moins épais. Voilà, ça suffira. Donc, si elle est croissante, la suite est forcément monotone. Mais attention, si elle est croissante, la suite n'est pas forcément croissante. Elle est monotone, ce qui est déjà pas mal. Parce que si elle est monotone, à partir de son premier terme, du coup, il suffit de calculer les deux premiers termes, ou de les considérer si on les a déjà, et de les comparer, voir lequel est le plus petit, pour justement voir la tendance qu'il y a dès le départ, puisque si elle est monotone dès le départ, elle va suivre la même tendance tout le temps. Donc, justement, c'est pour ça on va écrire que si f est croissante et que u0 est inférieur ou égal à u1, alors UN est croissante. C'est-à-dire que j'ai U0 inférieur à U1, donc j'ai le début d'une suite croissante, et le fait que la fonction génératrice soit croissante m'assure qu'on ne va pas changer le sens quand on va construire les termes suivants. On va le démontrer, mais vous allez voir que c'est très rapide en fait, hein. C'est pas difficile de voir pourquoi ça fonctionne. Vous l'avez peut-être déjà compris pour un certain nombre d'ailleurs. Et l'autre cas, donc si f est croissante et que U0 est supérieur ou égal à U1, alors UN est décroissante. Vous constatez dans cette proposition, même si je ne l'ai pas écrit dans le cours, que je n'ai pas mis de résultat quand f est décroissante. Pour la simple et bonne raison que justement, vous ne pouvez pas en déduire. Donc si f est décroissante, pas de conclusion.
au préalable, quoi. Alors après, il y aura vous aurez plein de cas possibles. Donc si f est décroissante, pas de conclusion. Et bien sûr, si f n'est ni croissante ni décroissante, a fortiori, encore d'autant plus, pas de conclusion. Voilà, bon. Donc justement, deux petits exemples pour qu'on comprenne bien ce que je dis là, parce que pour le coup, ça a peut-être été constaté, remarqué en lycée, je ne sais pas. Ça dépend un peu de vos enseignants, jusqu'où ils ont pu aller aussi, hein, en fonction de la classe aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a peut-être été évoqué, mais même si ça a été évoqué, vous n'êtes pas allé plus loin normalement. Donc c'est intéressant de reposer un petit peu les choses. Donc par exemple, alors je précise aussi que les exemples que je donne là, alors peut-être pas le deuxième, peut-être pas le premier non plus en fait. J'allais dire ils étaient étudiables d'une autre manière, mais ouais, pas si simplement en fait. Là maintenant que je les revois, pas si simplement. Donc ils sont d'autant plus intéressants. Donc le premier, on considère la suite un plus 1, enfin la suite un définie par un plus 1 égale arctangente de un. Et justement, comme elle est définie par récurrence, on donne un premier terme, par exemple arctangente de 1. Bon. Et donc on me demande, donc là j'ai défini une suite U pour tout n positif, entier bien sûr. On me demande la monotonie de U. Monotonie de U. C'est-à-dire, est-ce que U est croissante, décroissante, ou ni l'un ni l'autre. C'est possible aussi. Donc, là, justement, alors vous pouvez toujours vous lancer dans un plus 1 sur un. Ça va pas être simple. Il va falloir déjà démontrer d'ailleurs que tous les termes sont positifs, etc. Bon. Un plus 1 moins un, pas simple non plus. Alors, on a peut-être un peu plus de possibilités, mais il y a un moment, on va quand même passer par les fonctions. Donc sinon, vous remarquez que finalement, ça, je peux l'écrire f de un avec f qui est la fonction qui a i, enfin qui est en fait arctangente d'ailleurs, c'est pas la peine que je l'écrive autrement, c'est la fonction arctangente. Bon, et justement, ce qu'on peut dire, nous, c'est que cette fonction arctangente, on l'a déjà étudiée, on le sait, elle est croissante sur R, même strictement croissante. De plus, donc ça, rappelez-vous, si elle est croissante, déjà, ça me dit que U est monotone. Maintenant, reste à voir si elle est monotone croissante ou monotone décroissante. Donc, je vais aller chercher U0 et U1. U0 et U1, U0 égale 1, pardon, et U1 égale f de U0, autrement dit arctangente de 1. Et arctangente de 1, c'est rien d'autre que pi sur 4. Or, pi sur 4, pi c'est 3 et quelques, hein, donc divisé par 4, ça va être plus petit que 1. Donc, ça veut dire que U1 est plus petit, strictement même, que U0. Et donc, comme U1 est inférieur à U0, j'ai le début d'une suite décroissante. Le fait que f soit croissante m'assure que je ne vais pas changer de monotonie. Donc, je peux en déduire que U est décroissante. Je pourrais même dire qu'elle est strictement décroissante parce que f est strictement croissante et que U1 est strictement inférieur à U0. Mais bon, peu importe, on ne nous en demande pas tant. Voilà, donc ça c'était un premier exemple qui est pas très difficile mais intéressant. Le deuxième, un petit peu plus délicat, intéressant d'autant plus. Donc si je considère maintenant la suite U, définie par un plus 1 égale ln de un carré plus 1 avec U0 égale 2. Voilà, donc celle-là aussi, avec un plus 1 sur un et un plus 1 moins un, c'est pas immédiat quoi. Hein. Donc bon, autant aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de la fonction génératrice comme on l'a vu dans la proposition, on peut essayer en tout cas. Donc là, même principe, si j'écris ça comme g de un, je vais avoir g, qui cette fois-ci est une fonction moins connue, mais tout de même, que vous avez déjà rencontré plein de fois, qui est ln de x au carré plus 1. Bon, elle a l'avantage d'être définie partout, cette fonction, donc on n'aura pas de souci de définition, c'est-à-dire à savoir où va arriver un pour pouvoir calculer un plus 1, c'est pas... Voilà. On a souvent hein, ce problème-là sur les suites définies par récurrence. Bon, là, ça va, mais cependant,
On va étudier cette fonction g là, parce qu'elle est moins immédiate que la fonction arctangente. Bon, g dérivable, sans problème, sur R, parce que le seul souci qu'on pourrait avoir sur la dérivabilité, c'est ln en 0. Alors bien sûr, de moins l'infini jusqu'à 0, mais ce qui est dans le ln là ne peut pas être négatif, donc ce sera en 0. Sauf que x carré plus 1, ça s'annule jamais. Donc en fin de compte, g est dérivable sur R. Bon, ça, ok. Avec, donc, si je dérive g, j'ai du ln de u, donc u' sur u. Donc je récupère 2x sur x carré plus 1. Donc je m'aperçois que la fonction dérivée n'a pas un signe constant. Parce que, bon, en dessous, le dénominateur est strictement positif. En revanche, le numérateur, lui, change de signe. Donc le signe va dépendre du numérateur et je vais pouvoir en déduire les variations de g. Et g, donc, n'est pas monotone. Donc 2x s'annule en 0. Voilà. Il est positif après, négatif avant. Le dénominateur ne change pas de signe, donc on a le signe de g'. G, et donc ma fonction g, elle est d'abord décroissante et ensuite croissante. Donc là, j'ai un petit souci parce que si je veux appliquer la proposition, il faudrait que je sois sur la partie croissante, ce qui n'est pas évident comme ça. Et d'ailleurs, vous verrez sur certains problèmes, alors celui-là, ça va aller, mais sur certains problèmes, c'est un point, ce qu'on appelle les intervalles stables par la fonction, un point qui n'est pas si évident. Donc, là, juste ce qui manque dans le tableau, c'est l'image en 0. L'image en 0, c'est ln de 1, donc c'est 0. Après, bien sûr, bon, on aurait les limites qui sont à plus infini. Je peux l'écrire. Hein. Bon, ça ne va pas tellement nous servir ici, mais bon, c'est vrai qu'on les a. Bon, donc, justement, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir, si je pars de u0 égale 2, où vont arriver, dans quel ensemble vont arriver les un qui suivent, en espérant pouvoir rester entre 0 et plus infini, puisque sinon, si je sors de cet intervalle, je n'aurai plus g croissante, et donc je ne pourrai plus rien en déduire à partir de la proposition qu'on a vue. Bon. Donc, ce qu'on peut remarquer, justement, là, d'après ce qu'on a rempli dans notre tableau, c'est que g de 0 plus infini, ça arrive dans 0 plus infini. Et enfin, c'est même l'ensemble des images de x entre 0 et plus infini, c'est exactement l'intervalle de 0 à plus infini. Ce qui veut dire que nous, notre u0, il vaut 2, donc il est par ici. Son image, donc u1, va arriver là-dedans. Et par ricochet, donc si je remets u1, alors je ne sais pas où il sera exactement, mais on sait qu'il sera entre u0 et plus infini, donc je remets u1. Je calcule u2. Et en fait, je me rends compte qu'il y a une stabilité, justement, de 0 plus infini par g. C'est-à-dire que si je pars d'un élément qui est dans 0 plus infini, et que j'applique g, une multitude de fois, une infinité de fois, pas de souci, je vais rester dans 0 plus infini. Donc ça, je vais le dire. Donc ce que je peux dire, du coup, justement, c'est que g est croissante sur 0 plus infini. De plus, g de 0 plus infini. Alors je rappelle que cette notation signifie l'ensemble des images pour les x appartenant à 0 plus infini. Et justement, donc on le voit ici, les images sont exactement regroupées dans l'intervalle 0 plus infini. Et j'ai pris 0 puisque g de 0 vaut 0. Donc 0 fait bien partie des images. Bon, et donc ça nous permet d'affirmer que comme notre u0, il est justement dans l'intervalle, puisqu'il vaut 2, hein, je vous rappelle, justement dans l'intervalle 0 plus infini, ça veut dire que son image sera elle aussi dans 0 plus infini, et ainsi de suite. Donc le ainsi de suite, il se caractérise par une récurrence. Alors elle est immédiate en fait, hein, donc je vais pas, elle est assez rapide. Je vais pas toute la rédiger là, mais on peut dire que par récurrence, on peut donc montrer que... Mais pardon, ce serait bien que je finisse ma phrase, etc. Par récurrence, on peut donc montrer que pour tout n appartenant à n, un est strictement positif.
Donc, on peut considérer G sur R+. L'autre côté ne nous sert pas puisque justement, nous, on part d'un élément dans 0 plus infini. On peut considérer, pardon, G, enfin la restriction de G, quoi, à R+. Voilà. Donc, U est monotone, puisque justement, dans l'intervalle où elle se situe, G est bien croissante. Donc U est monotone. De plus, U0 égale 2, U1 égale G de U0, c'est-à-dire ln de 5, ln de 5 qui fait environ 1,6. Non, ça j'ai déjà mis que c'était U1, et donc justement c'est strictement inférieur à U0 égale 2. Donc comme U1 est inférieur à U0 et que G est croissante, eh bien je peux en déduire que U est décroissante. Donc UN est décroissante. Alors là, j'ai eu deux exemples, j'ai mis deux exemples où on obtient U décroissante. Bien entendu, elle n'est pas forcément décroissante. Si j'avais eu U0 inférieur à U1, j'aurais mis qu'elle était croissante, hein, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est un exemple intéressant, ce qui soulève pas mal de choses. Et encore, vous avez dû le remarquer, j'ai pas tout bien rédigé très rigoureusement, parce que ce qui m'intéressait, c'était surtout l'idée quand on applique justement cette proposition. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est un exemple assez intéressant, assez riche. Donc, essayez de vous rappeler de ça, parce que vraiment, sur certaines suites, on l'a vu là, hein, sur certaines suites définies par récurrence, ça nous sauve. Ça nous permet de passer par les fonctions pour en déduire la monotonie de la suite qu'on avait du mal à étudier avec des outils de suite. C'est ça l'idée. Alors ensuite, le 2-3, je ne vais pas trop m'étaler, il s'agit des suites stationnaires. Le principe n'a rien de compliqué, on va lire la définition, mais vous allez vite comprendre. Vous les connaissez déjà, hein. On dit qu'une suite est stationnaire si elle est constante à partir d'un certain rang, donc vous en connaissez déjà. C'est-à-dire s'il existe un rang n, tel que, pour tout n supérieur à ce rang n, un soit égal justement au terme de rang grand N. Et pour tout n, c'est-à-dire qu'à partir du rang grand N, on a vraiment un terme, enfin une suite constante. Voilà. Si U grand N valait 2, et bien à partir de... Donc tous ceux qui sont après lui valent encore 2. Donc voilà ce qu'on appelle une suite stationnaire. Les constantes sont donc aussi des stationnaires, hein. Donc voilà, donc stationnaire en gros ça veut dire qu'il stationne à partir d'un certain moment, hein, qui se stabilise. Alors le petit exemple, bon rien de fou, je vais le faire là. Donc on ne prend pas peur bien sûr à la lecture de l'énoncé juste parce qu'il y a une partie entière, on va s'en sortir quand même. Donc on nous demande que dire de la suite de termes général, partie entière de 5 sur n. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on réfléchit? Si n vaut 1, ça fait 5, donc partie entière 5. Si n vaut 2, 5 demi, donc partie entière 2. Si n vaut 3, 5 tiers, donc partie entière 1. Si n vaut 4, ça fera 1 aussi. Si n vaut 5, 5 sur 5 c'est carrément 1, donc sa partie entière c'est 1. Et à partir de 6, on se rend compte de quoi? Que 5 sixièmes ça fait 0, et quelques. Donc partie entière 0. Etc. Et là, pour le coup, on imagine bien que si on prend n égale 1000 aussi, puisque 5 sur 1000, ça va faire 0,0005, donc partie entière 0. Et donc en fait, on se rend compte qu'à partir de 6, de n égale 6, on a une partie entière qui vaut 0, et donc de 5 sur n. Et donc notre suite, elle est stationnaire, puisqu'elle est constante à partir du rang 6. Voilà. Donc, je vais l'écrire ici. À partir de n égale 6, de 6, pardon, on peut dire que 5 sur n appartient à 0,1 avec 1 ouvert. Donc, la partie entière de 5 sur n, qui est accessoirement notre un justement, vaut 0 pour tout n supérieur ou égal à 6. Donc voilà un bel exemple de suite stationnaire. Donc on peut en déduire que je n'ai pas donné de nom à cette suite, donc je vais l'écrire comme ça. Pour n appartenant à n étoiles et stationnaire.
ou bien constante à partir du rang 6. Voilà, bon, je pense que sur les stationnaires, je ne vais rien dire de plus. Donc on est d'accord que vous connaissiez quand même l'essentiel de tout ce qu'on dit dans cette partie. Majoré, minoré, borné aussi, normalement ça a été vu. Alors voilà, encore une fois, vous n'avez pas toutes les démonstrations. On verra justement les propositions en bas là, qui sont pour le coup moins immédiates et moins et presque pas vues d'ailleurs en lycée qu'on démontrera justement. En revanche, les définitions, vous les connaissez, donc je ne vais pas trop m'étaler, surtout qu'on les a déjà revues plein de fois en fait. Donc on dit qu'UN est majoré si il existe, alors je vais l'appeler grand M pour le majorant, M réel tel que quel que soit N appartenant à N, UN soit majoré par grand M. Minoré, même principe, mais je vais l'écrire en minuscule, notre minorant. Et aussi, la différence, c'est que UN, cette fois-ci, est plus grand ou égal au minorant pour tous ces termes. Ensuite, borné, justement, c'est qu'elle est à la fois majorée, minorée, donc il existe à la fois le petit m et le grand m. Et donc, on va avoir un terme de suite encadré. Donc, il existe petit m et grand m, tel que quel que soit n appartenant à n, on est justement UN qui se cale entre petit m et grand M. C'est ça l'idée. Voilà, bon, déjà, ça c'est pour les petites définitions qu'on va beaucoup utiliser, hein, donc il faut évidemment les connaître par cœur, toutes ces définitions. Si ce n'était pas déjà le cas, ce qui devrait être déjà le cas, mais bon. La remarque, alors la remarque, justement, on en a déjà parlé dans l'exemple que j'ai donné en plus là dans la partie précédente, là dans le 2.2, dans la monotonie. Justement, le fait qu'elle soit majorée, c'est lié à la majoration des ensembles qu'on a vu il n'y a pas longtemps là, justement, puisque dire qu'elle est majorée, ça revient à dire que l'ensemble de ces termes, oui, c'est ça. Je cherche un meilleur mot, mais non, c'est ça. Donc l'ensemble de ces termes, donc des différentes valeurs qu'elle va prendre au fur et à mesure des rangs qui avancent, cet ensemble-là est majoré. Et donc ça veut dire que la suite est majorée. C'est la même chose. Donc on peut bien écrire la majoration d'une suite comme la majoration d'un ensemble et donc retrouver les propriétés qu'on a pu voir auparavant sur les ensembles majorés ou minorés. L'exemple, bon, rien de fou, la suite de termes générale de exposant n, elle est minorée, bien sûr, ne serait-ce que parce qu'ils sont tous supérieurs ou égaux à 0. En fait, ils sont même tous supérieurs ou égaux à 1. Mais elle n'est pas majorée, puisque justement, je vais avoir 2 puissance n qui tend vers plus l'infini. Donc, je vais pouvoir toujours trouver un terme qui est plus grand que n'importe quel nombre fixé. Donc, du coup, l'exemple, alors justement, je vais remplir ce que j'ai dit, donc est minoré et non majoré. Je vais même écrire est minoré mais non majoré. Pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Les deux propositions. Donc justement, ça, on va les démontrer. C'est intéressant. Ce sont des démonstrations pas trop difficiles. Donc ce sont vraiment de bons exercices et pas immédiates non plus. Donc intéressant. Alors, je vais les appeler d'ailleurs 1 et 2. La proposition 1, proposition 2. Alors la proposition 1 est toute bête en fait. Elle nous dit simplement que dire qu'une suite est majorée tout court, c'est équivalent à dire qu'une suite est majorée à partir d'un certain rang. Donc l'idée, on va le démontrer hein, rigoureusement, mais l'idée, on peut la comprendre de façon très intuitive en fait. Bon, évidemment, si elle est majorée à partir d'un certain rang. Bon, ce sens-là, il ne pose pas un problème, hein, a priori. Qui peut le plus, peut le moins. Maintenant, l'inverse. Donc, si je suppose qu'elle est majorée à partir d'un certain rang, que je veux montrer qu'elle est majorée tout court, c'est-à-dire pour tous les rangs, et bien finalement, donc je vais considérer le majorant à partir du certain rang en question, et je vais considérer tous les termes que je n'ai pas pris dans cet ensemble-là, donc tous ceux qui étaient avant le rang en question. Il y en a un nombre fini, donc je suis capable de trouver le maximum de ces termes. Et après, finalement, donc ce maximum, il majorera tous ces premiers termes. Et après, j'ai plus qu'à prendre le maximum entre le majorant
des premiers termes et le majorant pour tout le reste. Et ce sera un nombre qui majorera toute la suite. Donc effectivement, ça va bien marcher. Alors si on écrit formellement ce que j'ai dit, après on en arrivera à la proposition 2. Donc preuve, je vais l'écrire en bleu, ou je vais la mettre plutôt là à côté. Donc preuve, proposition 1. Donc on a bien compris, j'espère que c'est une équivalence. J'ai bien parlé de deux sens à montrer. Alors je vais écrire déjà le sens qui est immédiat, celui-là vraiment. Donc si UN est majoré, alors elle l'est également. On peut prendre le même majorant, hein, donc vraiment c'est immédiat, à partir d'un certain rang grand N. Puisque, par exemple, on peut prendre grand N égale à 0. Parce que justement, si elle est majorée a priori à partir de U0. Donc, ne serait-ce qu'avec N égale à 0, ça convient. Donc, attendez, parce que j'écris, je parle, puisque, par exemple, N égale à 0 convient. Voilà. Ok, le sens, on est bon. L'autre sens. Alors, l'autre sens, donc on va écrire clairement ce qu'on suppose. On suppose que la suite UN est majorée à partir d'un certain rang grand N. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Justement, on va l'écrire mathématiquement. On a revu la définition là tout à l'heure. Donc ça signifie qu'il existe un majorant. Je vais l'appeler M1. Alors, vous allez voir pourquoi. Enfin, je l'ai dit déjà, je l'ai annoncé tout à l'heure quand j'ai expliqué. On va considérer deux majorants différents au départ. Donc il existe M1 appartenant à R tel que, quel que soit... ouais, justement, donc à partir du rang N, on a dit qu'elle est majorée. Donc c'est ça. Donc quel que soit N supérieur ou égal à N, grand N, on est UN majoré par grand M. Voilà. Donc l'idée, c'est que vraiment, si j'ai ma suite, je sais pas moi, comment elle peut être, voilà, mettons qu'elle soit à peu près comme ça. Voilà. Et donc là, elle aurait ici un majorant M1 pour la partie. Alors, attendez, juste que je ne me perde pas dans ce que je vous ai dit. Donc on a supposé, voilà, c'est ça, on a supposé, donc admettons que N, je le mette par là. Donc nous, ce qu'on a supposé, c'est qu'elle est majorée à partir du rang N, donc majorée ici. Et effectivement, le M1 que j'ai pris là, bon, il semble convenir pour cette suite-là. Donc elle serait majorée par M1 sur toute la partie ici, majorée. Et pour l'autre partie, justement, ce que je disais, même s'il reste un certain nombre de termes, il peut même en rester plein, il y a quand même un nombre fini de termes. Donc, je vais pouvoir trouver un maximum. Donc, c'est ce qu'on va écrire, justement. Donc, posons par ailleurs je vais l'appeler M2 cette fois. M2, le maximum entre U0, U1, U2, etc. jusque justement à U grand N. Alors, U grand N ou grand N moins 1 même, ça suffit puisque U grand N est déjà, lui, dans la partie majorée. Donc, U grand N moins 1. Alors, quel que soit N appartenant à N, j'ai UN qui est forcément, alors là, je ne sais pas si vous me suivez tous, je vais essayer d'écrire clairement. Donc M2 là que j'ai choisi, c'est le maximum, donc ici il serait là, mon M2. Et ensuite, j'ai plus qu'à dire, finalement, si je prends un UN quelconque qui tombe du côté gauche ou du côté droit, finalement il va être inférieur ou égal au maximum entre M1 et M2. Donc il va bien avoir un majorant, puisque ce maximum, il vaut bien quelque chose, puisqu'il existe là en l'occurrence. Hein. Donc justement, c'est pour ça que j'en déduis que pour tout n appartenant aux entiers naturels, un est forcément inférieur ou égal au maximum entre m1 et m2, qu'on peut appeler grand M, qui justement va être ce fameux majorant qu'on espérait pour toute la suite.
Donc effectivement, même si elle est majorée qu'à partir d'un certain rang, on peut en déduire qu'elle est majorée partout. Donc UN est majoré. Alors, ce ne sera pas forcément le même majorant que celui qu'on avait à partir du rang en question, mais on pourra trouver un majorant pour toute la suite. Ok, bon, donc ça, intéressant, puisque parfois justement on avait des résultats qu'à partir d'un certain rang et pouvait en déduire donc quelque chose de plus général. Maintenant la proposition 2, elle est intéressante aussi, parce que justement ça va être une manière de montrer qu'une suite est bornée. En fait, cette proposition, elle nous dit que dire, disons, qu'une suite UN est bornée, ça revient au même que de dire que sa valeur absolue, donc la valeur absolue de UN, enfin la suite des valeurs absolues en l'occurrence, si j'écris bien les choses, est majorée. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'au lieu de trouver deux bornes, un minorant et un majorant, je peux me contenter finalement de prendre la valeur absolue et juste de lui trouver un majorant. Donc finalement, ça réduit le nombre de trucs à chercher par deux quand même. Donc c'est intéressant. Et la preuve en plus, elle est intéressante aussi. Donc on va aller la faire aussi. En dessous, j'aurais peut-être pas la place, il faut quand même prévoir une dizaine de lignes. Bon, je vais quand même la commencer en dessous, comme ça on l'a sous les yeux, je la terminerai à côté. Alors, donc la preuve cette fois de la proposition 2. Donc pareil, il s'agit d'une équivalence. Là, pour le coup, des deux côtés, dans les deux sens, il y a quand même quelque chose à faire. Alors, il y a un sens plus simple que l'autre, mais bon, je vais les prendre tout simplement dans l'ordre. Donc, le sens direct, d'abord. Donc, je suppose que... Donc, supposons... Donc, bien sûr, bon, je peux le dire là. Soit UN, une suite réelle, etc. Hein. C'est les mêmes conditions que celles qui sont écrites dans la proposition. Supposons que UN est borné. Donc là, pareil, on va écrire formellement ce que ça signifie. Donc vraiment, il faut bien parfaitement connaître vos définitions, parce que vous voyez que souvent, on s'appuie sur les définitions quand il s'agit de démonstrations théoriques comme ça. Et en les manipulant, on s'en sort, avec un peu de recul aussi, bien sûr, mais on s'en sort. Donc, UN est calée entre petit m et grand M, si elle est bornée. Donc on suppose que donc il existe ce m et ce petit m et ce grand M. Bon, nous ce qui nous intéresse c'est d'aller voir un petit peu si la valeur absolue de UN, la suite des valeurs absolues de UN est majorée. Pardon. Donc bon déjà on va rappeler justement ce qu'est valeur absolue de UN, ça va nous servir. Donc c'est justement UN si UN est positive et c'est moins UN si UN est strictement négative. Bon, maintenant, justement, si on combine ce qui nous intéresse, c'est-à-dire UN et moins UN, avec ce qu'on sait, c'est-à-dire l'inégalité qui est là avec le bon petit m, le bon grand M, justement, nous, on va pouvoir dire, or, UN est inférieur ou égal à grand M. Donc ça, c'est ça qui nous permet de l'affirmer. Bon. Et d'autre part, si je prends moins UN, donc cette inégalité-là, si je la multiplie par moins 1, ça fait moins m supérieur ou égal à moins un supérieur ou égal à moins m. Donc si je prends moins un, elle est quand même majorée aussi par moins petit m. Donc on s'aperçoit que dans les deux cas de ma valeur absolue, je trouve un majorant. Donc on va utiliser le même subterfuge que tout à l'heure. On va poser, donc en posant, nous rappelez-vous, hein, on veut un majorant de la valeur absolue de UN, n'importe lequel, du moment où il majore, dans tous les cas. Donc justement, en posant grand M qui serait le... Ah oui, alors grand M, c'est peut-être pas l'idée du siècle, alors je vais appeler M', parce que grand M est pris. Donc en posant grand M', qui serait le max entre grand M et moins M, et justement, on conclut que la valeur absolue de UN est inférieure ou égale à M', et ce pour tout n, bien sûr, puisque depuis le départ, on n'a pas mis de condition sur le petit n. Hein. C'est valable pour tous. Voilà. Donc comme... je vais l'écrire d'ailleurs pour tout n.
Donc, comme on a ça, on peut en déduire que la suite des valeurs absolues de UN est majorée. Donc on a un sens. Maintenant, hop, je vais faire comme ça. Si je fais l'autre sens, qui est un petit peu plus simple. Donc l'autre sens, il nous dit qu'on va supposer, donc on suppose cette fois-ci que la suite des valeurs absolues de UN est majorée. Et nous, on veut montrer que alors UN est borné. Donc évidemment, c'est ce sens-là qui est intéressant dans les exercices, puisque c'est ce sens-là où justement, je vous disais, il suffit de trouver un majorant et vous en déduisez que la suite est bornée. Donc c'est intéressant, évidemment. Et en plus, c'est le sens le plus simple à démontrer. Donc on suppose que valeur absolue des UN est majorée. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il existe M' appartenant à R tel que pour tout n appartenant à n, on est valeur absolue de UN inférieure ou égale à M'. Et ça, justement, ça s'écrit aussi moins M' inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à M'. Ce qui montre bien que UN est borné puisque j'ai tous les UN qui se calent entre moins M' et M'. Donc c'est gagné, UN est borné. Voilà. Donc on a bien, si je fluote tout, donc là on a supposé qu'elle était majorée, on arrive à borner. Et là on a supposé, on a supposé borner, on est arrivé à majorer. Pour, bien sûr pas pour les mêmes suites, il y a des valeurs absolues entre les deux quand même, de différence. Voilà. Donc bon, graphiquement, comment on peut la voir cette histoire? Donc si je considère une suite, je vais prendre voilà, comme ça. Donc ça, ce serait UN. Si je prends valeur absolue de UN, en fait, donc ici c'est la même, ici aussi. Et si je prends celle qui tombe dans les négatifs, la valeur absolue, elle va donner son reflet dans le miroir, hein, donc la même, mais du côté des positifs. Donc en noir, j'ai UN et en vert, j'ai valeur absolue de UN. Voilà, ça aussi d'ailleurs. Voilà. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si UN est borné, donc justement, borné ici, on pourrait borner là, entre là et là. Donc ça, ce serait les bornes de UN. Mais ça revient à dire que la valeur absolue de UN est majorée. Alors, elle est bornée aussi, hein, une valeur absolue, puisqu'elle est minorée par 0. Hein. Donc, elle serait entre 0, ça c'est logique, puis on applique les positifs, et justement, donc, une borne, un maximum, un majorant, pardon, je cherchais le mot, un majorant qui existerait. Alors bon, là, sur la suite que je viens de faire, ce serait le même, mais on peut imaginer, il pourrait être plus grand, parce que justement, rappelez-vous, on a pris à chaque fois on a pris le maximum entre moins le minorant, donc moins petit m, et de départ, je ne sais pas si vous me suivez, le petit m il était ici, le grand m était ici à la base, et moins petit m, du coup il tombe ici. C'est pour ça que c'est pas moins petit m qui va être retenu pour le majorant de la valeur absolue de UN, c'est bien grand M, dans ce cas-là. Maintenant, si j'ai un cas où j'ai une suite où les valeurs négatives descendent plus bas que ce que montent les valeurs, entre guillemets, hein, ce que montent haut les valeurs positives, du coup, quand je vais prendre la valeur absolue de UN, cette fois-ci, je vais avoir donc un ici, là, je vais en avoir un là, et vous voyez, on dépasse, c'est-à-dire qu'au début, j'avais ma suite qui se calait là entre grand M et petit m, et quand je prends donc le symétrique, là, donc je vais être par là, voilà, je me rends compte, sans surprise, hein, que justement, c'est moins m qui va majorer tous les points en vert. Donc effectivement, en prenant soit grand M, soit moins m comme nouveau majorant, j'arrive à majorer tous les termes de la suite valeur absolue de UN. Je ne sais pas si c'était très clair, parce que en plus, sans vous avoir en face, forcément, je n'ai pas les questions sur le moment, donc je continue, mais bon, au pire, vous me redemanderez, il n'y a pas de souci, je réexpliquerai le principe.
Bon, j'espère que dans l'idée, en tout cas, vous avez à peu près saisi l'idée, les contours en tout cas. Voilà, bon, là aussi, je mets pas d'exemple en particulier parce que je pense que vous avez bien compris ce que ça signifie, tout ça, ce qui nous permet d'avancer sur le grand 3 où il y a pas mal à dire sur les limites. Mais attention, sur les limites aussi, en réalité, vous n'allez pas apprendre grand-chose, comment dire, de conceptuel. En revanche, c'est une partie, que ce soit sur les suites ou sur les fonctions, qui vous apprend beaucoup en termes de rigueur, en termes de notation, en termes de formalisme mathématique, au niveau des quantificateurs, etc. Ce sont des exercices qui sont très intéressants, bon, les exercices tout court, mais aussi toutes les petites démonstrations ou grandes démonstrations qui sont liées à tous ces résultats sur les limites. Et ne serait-ce que la définition qui a déjà été vue en lycée, mais peu utilisée en tant que telle, là nous on va beaucoup l'utiliser, ne serait-ce que la définition est déjà un challenge. Pas forcément, elle n'est pas forcément incompréhensible, mais on est déjà sur un niveau de formalisme mathématique qui est loin d'être évident pour la majorité des gens. C'est ça que je veux dire. Donc justement, on va donc redéfinir ce qu'on appelle tendre vers une limite réelle L pour une suite UN. Je vais d'ailleurs, plutôt que de vous cracher entre guillemets les définitions comme ça, essayer de les illustrer à chaque fois. Donc on imagine qu'on a donc une suite, alors elle peut pas mal se balader avant, hein, voilà. Et puis il y a un moment où elle vient justement stationner. Alors, stationner, c'est pas le bon mot parce que, attention, elle n'est pas stationnaire pour autant. Elle vient plutôt se stabiliser autour d'une valeur, donc justement, qu'on peut appeler L, qui ici serait par exemple 2, j'en sais rien. Et donc, on voudrait une définition mathématique très rigoureuse qui permette d'illustrer ce phénomène, c'est-à-dire vraiment de points qui viennent se coller petit à petit à une droite horizontale, hein, euh, dont justement l'ordonnée va nous donner la limite, la fameuse limite de la suite. Alors, comment on peut formaliser ça? Ce qu'on remarque, c'est que si je me place autour de L et que je fais un couloir autour de L, tant qu'à faire, je vais le prendre symétrique. On pourrait ne pas le prendre symétrique, mais c'est plus simple à formaliser. Donc, si je prends symétrique, il y a un moment. Vous voyez, au début, c'est pas le cas. Là, les deux premiers termes, ils sortent. Et il y a un moment où tous les termes, à partir d'un certain rang, donc là, ici, ce serait ce rang-là, N1. Donc ça, ce serait... je vais expliquer après ce qu'on appelle epsilon. Donc à partir du rang N1, tous les termes sont dans le couloir. Donc ils sont compris entre... Alors justement, ce qu'on va appeler epsilon, c'est la distance, ici, entre L et le bord. Là aussi. Donc ils sont compris entre L plus epsilon, enfin L moins epsilon et L plus epsilon, à partir du rang N1. Maintenant, imaginons que je resserre le couloir. Donc, alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça pour que ça soit lisible, parce que sinon c'est vite illisible. Donc je vais le prendre plus serré, autour, bon, symétrique ce serait mieux, autour de L. Alors vous savez quoi, j'ai une règle, ce serait quand même bien. D'ailleurs, ça aurait été bien dès le départ. Bon, on s'est compris. Donc là, vous voyez, j'ai fait exprès de ne pas enlever les précédents d'epsilon. Je prends un epsilon plus petit. Mais pareil, je me place de façon symétrique entre L moins epsilon et L plus epsilon. Et donc là, je m'aperçois que, bon, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort encore quand même. Ah, à partir de ce rang-là, donc on pourrait l'appeler N2. Et bon, là, mon epsilon, je pourrais l'appeler epsilon 2. À partir du rang N2, tous les termes se retrouvent entre L moins epsilon 2 et L plus epsilon 2. Donc, ils sont tous à une distance par rapport à L qui est inférieure ou égale à epsilon. Là, en l'occurrence, epsilon 2. Maintenant, on continue, je le fais encore une fois et puis ça suffira, je pense. Je vais encore resserrer un petit peu le couloir. Voilà. Je vais prendre du bleu, par exemple. Voilà. Donc là, je vais le prendre beaucoup plus serré. Alors bon, évidemment, mon graphique est pas top, mais bon,
Je pense qu'on a compris le principe. Donc là, vous voyez que j'ai un epsilon, j'arrive même plus à le dessiner, qui est beaucoup plus petit entre L et le bord. Mais toujours, je suis quand même entre, donc là, ce serait epsilon 3 cette fois. Je suis quand même entre L plus epsilon 3 et L moins epsilon 3, même si le couloir est très fin. Et là, je me rends compte qu'il y a pas mal de termes qui sortent. Il y a finalement, c'est à partir de ce rang, oui, là, on peut dire. Le suivant, je ne sais pas si on peut considérer qu'il est vraiment dans le couloir. Enfin bon, voilà. À partir de N3, il semblerait que tous les termes rentrent dans le couloir. Donc vous voyez, je suis obligée de repousser le rang quand je rétrécis mon couloir, mais ça arrive quand même. Et donc c'est exactement ça que va dire la définition. Elle va dire pour tout epsilon, aussi petit soit-il. Donc cet epsilon qui représente la distance entre la limite supposée et, le comment dire et le couloir là, donc c'est-à-dire le bord que je m'autorise, donc le maximum de distance que je m'autorise entre la limite, donc la droite horizontale, et les termes de ma suite. Bon, donc ce epsilon, aussi petit soit-il, je vais être capable de trouver un rang, donc on va dire il existe un rang n, à partir duquel, pour tous les termes suivants, je peux dire que les termes sont dans le fameux couloir, c'est-à-dire l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Et dernière chose pour comprendre la définition, dire que UN appartient à L moins epsilon, L plus epsilon, c'est pareil que de dire que L moins epsilon est inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à L plus epsilon. Si je soustrais epsilon à tout ce beau monde, non pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Si je soustrais L, excusez-moi, à tout ce beau monde, donc ça fait UN moins L entre moins epsilon et epsilon, ce qui est rigoureusement la même la même chose mais écrit différemment que valeur absolue de UN moins L inférieur ou égal à epsilon. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va avoir ça dans la définition, que vous compreniez d'où ça sort. Donc, du coup, si on redit ce que j'ai dit, quel que soit epsilon strictement positif, puisque le epsilon doit représenter la distance entre la limite supposée et mes termes, donc epsilon strictement positif, il existe grand N entier naturel, ça va être le fameux rang à partir duquel on considère que tous les termes sont dans l'intervalle. Quel que soit n supérieur ou égal à ce rang, justement, on peut dire que la valeur absolue de un moins L, autrement dit la distance entre un et L, est inférieure ou égale à epsilon, et donc aussi petite qu'on voudrait. Bon, j'espère que vous avez compris l'idée. Donc maintenant, si on veut écrire une divergence, celle par exemple du cas où un tend vers plus l'infini. Donc même principe, si j'essaie d'illustrer ça, est-ce que je le laisse ça? Oui, je peux le laisser, je vais le faire à côté. Donc si j'essaie d'illustrer la définition qu'on va écrire pour un tend vers plus l'infini, je vais le faire là. Voilà. Donc, imaginons, hein, là aussi, j'ai une suite qui fait comme ça. Voilà, il y a un moment, elle part vers plus infini. Donc comment je vais pouvoir formaliser ça? Alors, le fait que un tende vers plus l'infini, ça caractérise le fait que un ne fait que dépasser finalement n'importe quel nombre aussi grand soit-il. Il y a un moment, il le dépasse. Je prends 100, bon, il y a un rang à partir duquel un va passer au-dessus. Je prends 1000, il y a un rang à partir duquel un va passer au-dessus, etc., etc. Sinon, elle ne tendrait pas vers plus infini. Tendre vers plus infini, c'est vraiment être en mesure de dépasser n'importe quel nombre. Donc justement, on va dire, bon, ok, alors si je pose un A, n'importe lequel, donc imaginons là j'ai A1, mais comme tout à l'heure, je suis capable de trouver un rang, là ça sera là, à partir duquel, hop, tous les termes sont au-dessus. Autrement dit, ma suite passe au-dessus. Si je me pose un autre A, un autre réel, A2, bon pareil, je trouve un rang N2 à partir duquel on est toujours au-dessus de A2. Alors là, je le fais que graphiquement, j'ai rien démontré, hein, mais c'est pour comprendre la définition. Si je prends A3 ici, bon, vous avez compris l'idée. Pareil, alors là, je ne les vois pas, les prochains points, mais on comprend le principe.
Donc on trouve là aussi, on est capable de trouver un rang. Donc là aussi, sauf que cette fois-ci, le A, il va être aussi grand qu'on veut. Ce sont surtout les grandes valeurs qui nous intéressent. Alors que epsilon, tout à l'heure, c'est surtout les petites valeurs. Le A, donc aussi grand soit-il, il suffit que j'avance dans mes rangs, il y a un moment où je vais obtenir ce que je veux, c'est-à-dire dépasser ce A. Et donc ça voudra dire que la suite n'a pas de limite, entre guillemets, en tout cas en croissant, et donc va aller vers plus l'infini. Voilà, donc là c'est un petit peu plus facile à formaliser. Donc là on peut dire quel que soit A appartenant à R, il existe un rang à partir duquel, donc tout simplement, à partir duquel UN dépasse A, donc UN supérieur ou égal à A. On a le même type de définition pour moins l'infini, sauf que cette fois-ci, c'est n'importe quel nombre, pour n'importe quel nombre, on va être capable de passer en dessous avec notre suite. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à n, on a un inférieur ou égal à a. Voilà, bon, je pense que j'en ai assez dit sur la définition. De toute façon, elle va être utilisée un certain nombre de fois, c'est pas du tout la dernière fois qu'on est amené à en parler. Donc, s'il y a un souci, ça reviendra de toute manière, très vite. Les notations, alors l'adhérence de R, la R bar, vous connaissez déjà, donc j'insiste pas. Donc les limites justement, typiquement, sont des éléments de R bar. Donc soit elles sont réelles, soit elles valent plus infini ou moins l'infini. Et après, juste pour un point sur la notation des limites, donc on dira que n tend vers L avec n qui tend vers plus infini. Donc déjà rien que cette notation, alors bon on l'a déjà vu plein de fois et certainement que vos enseignants de lycée les ont déjà utilisé, même si c'est pas vraiment la notation programme en lycée. Donc déjà elle-même elle est nouvelle, puisqu'en lycée vous voyez plutôt limite de un quand n tend vers plus infini, qui est toujours valable d'ailleurs, pas de souci, égale L. Mais en plus, dans le supérieur, on va tolérer que vous n'écriviez pas n qui tend vers plus infini, puisque pour une suite, en fait, la variable va forcément tendre vers plus infini. Donc s'il n'y a pas d'ambiguïté, on pourra écrire juste un tend vers L. Voilà. Alors que pourrait être une ambiguïté? Justement, si vous avez par exemple une suite qui est définie avec un paramètre, c'est-à-dire qu'il y a du n, mais il y a aussi une autre lettre qui intervient, qui est en réalité sûrement fixée par rapport à n. Mais du coup, il y a quand même ambiguïté quand on parle de limite, parce que en général, on fait tendre n vers l'infini, sauf qu'il n'y a pas toujours un n. On peut créer une suite avec autre chose qu'un n. Donc, vraiment, il peut y avoir ambiguïté selon les cas. Voilà, donc s'il y a ambiguïté, on précisera évidemment machin qui tend vers plus infini. Ensuite, bon, les petits exemples, c'est vite vu. Cela dit, ça sera intéressant. Je suis en train de me poser la question, justement, est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je le fais après? Bon, peut-être, bon, ça revient même en même temps, autant le faire. Parce que donc, justement, la grosse différence par rapport à ce que vous avez fait au lycée, c'est que là, on peut vous demander de démontrer des choses qui vous semblent évidentes, des limites qui vous semblent évidentes. Par exemple, 2 moins n, justement, vous savez depuis longtemps, normalement, depuis la terminale, et vous avez déjà commencé à en parler en première, que ça tend vers moins l'infini. 2 puissance n, vous savez déjà que ça tend vers plus infini. 1 sur n, vous savez déjà que ça tend vers 0. Mais est-ce que vraiment vous avez déjà démontré ça? Voilà. Parce que bon, finalement, à part s'appuyer sur une représentation graphique ou sur des calculs des premiers termes, à part ça, vous n'avez pas de démonstration. Comment vous pouvez être sûr, finalement, que c'est vrai jusqu'à l'infini, cette histoire? Mais quand vous appuyez sur les premiers termes, par exemple. Bref, ça se démontre. Et ça se démontre justement en utilisant les définitions qu'on a écrites tout à l'heure. C'est-à-dire que si 2 moins n tend vers moins l'infini, c'est que 2 moins n doit vérifier la définition qu'on a donnée pour la divergence en moins l'infini. Donc eh ben, on se lance, on y va. Et donc on va voir, c'est intéressant ces petits exemples, on va voir comment on utilise cette définition formelle. Parce que là, maintenant qu'on l'a à peu près comprise, alors oui, ok, mais comment on utilise ça? Alors, je vais le faire là à côté. Donc, preuve formelle. Donc ça, c'est pas une preuve de proposition de cours. Là, c'est vraiment, c'est comme un exercice finalement. Voilà, preuve formelle de
2 moins n tend vers moins l'infini. Voilà. Donc je vais quand même réécrire ce qu'on veut montrer. Parce que bon, vous n'êtes peut-être pas encore assez aguerri sur les définitions pour qu'on s'en passe. Donc au final, si on redit ce qu'on a vu tout à l'heure, on veut montrer que pour tout A appartenant à R, il existe grand N appartenant donc aux entiers naturels, tels que quel que soit n supérieur ou égal à grand N, on est 2 moins n, parce que ça c'est le un que vous aviez dans la définition, qui soit inférieur ou égal à a. C'est-à-dire qu'en gros, le a, quel que soit le a que je prenne, je vais trouver des termes en dessous de a. À partir d'un certain rang, ils seront même tous en dessous de a. C'est ça qu'on dit. Donc, moi, je veux démontrer une proposition où il y a un quel que soit au début. Donc ça, je l'ai déjà dit. Quel que soit, ça veut dire qu'on commence par soit. Donc soit A appartenant à R. C'est-à-dire que là, en gros, je me fixe un plancher pour lequel il va falloir que je montre que je sais passer en dessous et qu'à partir d'un certain rang, je suis tout le temps en dessous. Bon. Alors, donc là, c'est ça qui est plus problématique, c'est le il existe. Parce que le il existe, ça veut dire qu'il faut en trouver un. Il faut trouver un grand N, tel qu'à partir de ce rang, 2 moins n soit inférieur ou égal à a. Et là, vous prenez votre brouillon et vous cherchez à manipuler ça, là, puisque, bah, en plus, là, franchement, elle est simple, hein, la suite. Donc 2 moins n inférieur ou égal à a, vous dites ok, alors ça c'est pareil que moins n inférieur ou égal à a moins 2, très bien, n supérieur ou égal à 2 moins a, bon. Donc vous dites, bon, bah grand N, ça pourrait être ça. Ouais, c'est vrai, parce que nous, on veut, rappelez-vous, hein, on veut que justement à partir du rang grand N, donc pour n supérieur ou égal à grand N, on veut l'inégalité là dont on est parti. Donc effectivement, si grand N c'était ça, ça marche. Sauf que grand N, attention, ça doit être un entier, puisque ça doit être un rang. Donc là va intervenir la partie entière, puisque 2 moins a n'est pas forcément entier, puisque a était juste un réel. En revanche, sa partie entière est un entier. Mais attention, si vous prenez juste la partie entière de 2 moins a, elle est inférieure à 2 moins a. Donc, le premier rang qui marche, ce ne sera pas forcément ça, ce sera plutôt le suivant. Donc la partie entière plus 1. Donc autrement dit, je vais poser, alors je vais dire en posant. Donc là, vous voyez, il y a vraiment, et ça c'est spécifique à ce type de définition quand vous l'utilisez. Il y a une partie que vous faites au brouillon, et après vous exploitez ça et vous rédigez. Souvent, on ne fait pas la rédaction d'un coup, sauf si on a vraiment beaucoup de recul. Donc en posant grand N égale partie entière de 2 moins a plus 1, pour être sûr d'être dans les rangs justement à partir desquels ça fonctionne. Alors, du coup, pour n supérieur ou égal à grand N, on aurait donc moins n inférieur ou égal à moins grand N, pardon, et donc 2 moins n inférieur ou égal à 2 moins grand N, qui est égal à qui est donc égal justement. Attendez, hein, je cherche. Oui, c'est ça en fait. Alors j'aurais peut-être dû. Je cherche la meilleure rédaction parce que là. Bon, allez, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Donc, grand N, donc j'ai dit grand N, partie entière de 2 moins a plus 1. Donc là, ça me fait ça. Donc 1 moins partie entière de 2 moins a. Ouais, c'est bien ce que je pensais, j'aurais dû le rédiger en partant du petit n. Bon, c'est pas grave. On va faire avec ça. Et la partie entière de 2 moins a, on sait que c'est inférieur ou égal à 2 moins a. Donc, attendez, hein, excusez-moi, je suis essayer de remettre les choses en bon ordre pour pas dire de bêtises. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que là, moi, je voudrais majorer. Moi, je voulais majorer parce que du coup, ça nous fait. Alors, on pourrait, au lieu d'utiliser ça, en fait, on pourrait juste dire que c'est supérieur, ce sera plus simple. Parce que, en fait, pour majorer tout ça, sachant qu'il y a un moins, il faut que je minore la partie entière. Donc, c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc, on peut dire que ça, c'est supérieur strictement à
2 moins a moins 1. Ça, je vous renvoie au cours sur la partie entière hein, pour ça. Ce qui veut dire donc qu'on a en tout quelque chose qui est inférieur à 1 moins 2 plus a plus 1, autrement dit a. Voilà, donc on a bien obtenu que 2 moins n est inférieur strictement, mais qui peut le plus, peut le moins, donc inférieur ou égal à a. J'aurais pu mettre un égal d'ailleurs ici déjà. Voilà, alors la rédaction qui était un petit peu plus simple, désolée, je ne vous ai pas mis la plus simple d'un coup, c'était directement ici en fait, quand on dit que n est supérieur ou égal à grand N, comme grand N c'est 2 moins a plus 1, voilà, si je ne m'abuse, du coup on pouvait en déduire que c'était strictement supérieur à 2 moins a, oui c'est ça. Et du coup, bah, comme n est strictement supérieur à 2 moins a, après, en transformant, on pouvait en déduire directement que 2 moins n était inférieur justement à a. Voilà. Donc on pouvait le faire comme ça, c'était, j'avoue, un peu plus simple. Donc désolé, écrivez-le comme vous préférez. En tout cas, moi, ce que je voulais vous montrer, donc, c'est qu'on a cherché un grand n qui donne bien la majoration qu'on veut pour n à partir de ce grand n-là. Et donc, justement, ben ça y est, en fait, on a fini, puisqu'on l'a fait pour tout A. Bon, évidemment, ce grand N dépend de A, c'est normal, hein. On l'a fait pour tout A. Donc, on a bien démontré que 2 moins n tend vers moins l'infini. C'est-à-dire qu'on a bien dit, bah, ok, je suis capable, à partir d'un certain rang, de passer en dessous de A, quel que soit A. Donc, conclusion, on a bien donc 2 moins n qui tend vers moins l'infini. Alors maintenant, pareil, si on fait la preuve formelle de... Alors on n'en fera pas 36 000, hein, je préfère le préciser, parce que dès que la suite est un petit peu compliquée, ces preuves-là ne sont pas évidentes à mettre en œuvre. Bon, là, ce sont des suites suffisamment simples, on peut le faire. Voilà. Et puis, bon, bah, ce ne sont pas des démonstrations, même si finalement on utilise la définition et qu'on essaie de se débrouiller, ce ne sont quand même pas des démonstrations faciles, hein. Donc là, qu'est-ce qu'on veut montrer? Alors cette fois-ci, ça tend vers plus infini. Donc on veut montrer que quel que soit A appartenant à R, il existe un rang à partir duquel on est 2 puissance n qui dépassent A. Bon, ça, on l'imagine bien, hein, on imagine bien que ça fonctionne, mais bon, encore une fois, imaginer et démontrer sont deux choses différentes. Donc soit A appartenant à R. Alors cette fois-ci, pareil, si on fait un petit peu au brouillon, on se rend compte que bon, on peut peut-être appliquer ln, sauf que, attention, parce que ln ne fonctionne pas, enfin ne peut pas être appliqué si A est négatif. Alors là, déjà, on se dit, bon, ok, premier cas, parce que A, là, il est réel, donc il peut être négatif. Donc déjà, premier cas, si A est négatif ou même nul, donc si A est négatif ou nul, alors, de toute façon, on a 2 puissance n qui est supérieur ou égal à 0, et donc qui est bien supérieur ou égal à A. Voilà. Donc c'est bon. Dans ce cas-là, il n'y a rien à trouver, il n'y a même pas enfin, tous les grands n, tous les rangs, en fait, marchent. Donc on peut prendre grand n égal à 0. Voilà, par exemple. Pas de souci. Maintenant, si on admet que A est positif, donc si on admet que A est strictement positif, on va pouvoir appliquer du ln, donc ça va nous faire n ln de 2 supérieur ou égal à ln de A, et donc n supérieur ou égal à ln de A sur ln de 2, puisque ln de 2 est positif. Donc on se dit, ah tiens, c'est pas mal. Et là aussi, pareil, le seul problème, c'est que ça, on pourrait poser que c'est grand N, sauf que grand N est censé être un entier, donc il va falloir prendre la partie réelle, la partie entière, pardon. Et donc toujours pareil, pour être sûr que la propriété va fonctionner à partir de cet entier-là, il va falloir prendre la partie entière plus 1. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc si A est strictement positif, alors on pose grand N égale partie entière de ln de A sur ln de 2 plus 1. Et alors justement, cette fois-ci je vais le faire comme il faut. Donc si je considère n supérieur ou égal à grand N, donc ça revient à dire que n est supérieur ou égal à partie entière de ln de A sur ln de 2 plus 1
voilà, qui est strictement supérieur à ln de a sur ln de 2. Et du coup, à partir de là, c'est gagné, puisque rappelez-vous ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Voilà, et donc 2 puissance n, alors là je vais un peu vite, mais donc si je repasse, disons, le ln de 2, donc ça me fait n ln de 2 strictement supérieur à ln de a. Le n, donc il rentre, ça fait ln de 2 puissance n, et j'applique l'exponentielle, et donc je récupère bien 2 puissance n strictement supérieur à a, strictement, et donc supérieur ou égal, hein, donc il n'y a pas de souci. Voilà, et donc on a bien, donc en effet, 2 puissance n tend vers plus infini. Bon, et pour finir, la toute dernière, là, la preuve formelle du troisième. Donc 2, alors c'était quoi déjà? C'était 1 sur n, ah oui. 1 sur n qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Donc là, même principe. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'avais mis justement un exemple pour chaque type de limite. Donc là, c'est une limite réelle. Donc on veut montrer que, donc cette fois-ci c'est avec les epsilon, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un rang entier à partir duquel on est donc un moins sa limite. Donc ici, bon, ça va pas être violent, inférieur ou égal à epsilon en valeur absolue. Alors, donc là pareil, on va poser un epsilon, cette fois-ci strictement positif. Et donc ça, on est d'accord que ça revient à 1 sur n, hein, donc en fait ce qu'on veut montrer c'est ça. Et donc on voit bien en le faisant au brouillon très rapidement que n supérieur ou égal à 1 sur epsilon, bah, ça marche bien. Donc même subterfuge qu'à chaque fois, on va poser notre grand N qui va être partie entière de 1 sur epsilon plus 1. Voilà. Donc on pose grand N égale partie entière de 1 sur epsilon plus 1. Et alors, n supérieur ou égal à grand N, ce qui revient à n supérieur ou égal à partie entière de 1 sur epsilon plus 1, qui est strictement supérieur à 1 sur epsilon. Bon, on commence à connaître l'idée. Hein. Et donc, ce qui nous permet d'affirmer comme ça, c'est équivalent à 1 sur n inférieur à epsilon. Bah, du coup, on a obtenu ce qu'on voulait, c'est-à-dire que pour le grand n qu'on a posé, on a bien 1 sur n qui est inférieur à epsilon. Autrement dit, on a bien la valeur absolue majorée comme on le souhaitait. Et ce pour tout epsilon, puisqu'on a posé un epsilon quelconque au départ positif. Voilà, donc conclusion, on a bien 1 sur n qui tend vers 0, quand n tend vers l'infini. Bon, ben voilà qui est bien déjà. Donc ça vous permet de voir ce que ça donne hein, quand on applique ces définitions. Et donc il nous reste, et puis la vidéo je l'arrêterai là-dessus parce qu'après ça fait vraiment beaucoup trop long. En revanche, il y en aura une autre pour ce qui est derrière, et ce sera, je pense, un petit peu moins long. Oui, ce sera un peu moins long, heureusement. Donc là déjà, démontrons la dernière proposition. La dernière proposition, c'est très simple ce qu'elle dit. Elle dit qu'il n'y a qu'une limite possible pour une suite. Qu'elle soit réelle ou qu'elle soit infinie, d'ailleurs, on ne peut avoir qu'une limite dans R bar possible, quand elle existe. Parce que par contre, il y a des fois où on ne trouve pas de limite. Bon, ça, c'est encore un autre problème. Mais justement, il y a beaucoup de cas où on dit qu'il n'y a pas de limite parce qu'on aurait plusieurs candidates. Donc, s'il y en a plusieurs, on considère qu'il n'y a pas de limite. S'il y a une limite, il n'y en a qu'une. Sinon, ça contredit, on va le voir, hein, la définition d'une limite, justement. Alors, on y va. Donc, preuve de la proposition. Donc là, on est sur le 3.1. Alors, 3.1, preuve, proposition. Bon, comme beaucoup de démonstrations d'unicité, on va partir du principe qu'il y en a deux de limites. Et on va montrer qu'elles sont forcément égales. Donc justement, ça je peux l'écrire, parce qu'en fait on va faire des cas après, mais ça pour le coup c'est valable pour tous les cas. Donc on suppose
que la suite, là, donc, qui est considérée dans l'énoncé de la proposition, tend vers L1 et qu'elle tend vers L2. Voilà. Et justement, montrons qu'alors, L1 égale L2. Alors, en fait, on va distinguer 4 cas. Mais on ne va pas détailler les 4, on va en détailler 2, je pense, ça suffira. Parce qu'on va voir que le principe est assez compréhensible, mais c'est un peu long. Et après, bon, quand on a compris, c'est pas la peine de détailler les 4 cas. Donc les 4 cas, ils vont consister en quoi? Tout simplement avec les différents types de limites possibles. Donc soit j'ai 2 limites réelles, et on fera un certain choix dans la démonstration. Soit j'ai une réelle, une qui vaut plus infini, soit j'ai une réelle et une qui vaut moins l'infini, soit j'ai 2 qui valent l'infini. Plus ou moins d'ailleurs. Ça, après, ce sera... Enfin, plus et moins, je veux dire, dans le sens que vous voulez. Parce que de toute façon, on va prendre plus infini, hein, parce que sinon, il n'y a rien à démontrer. Je rappelle que le but, c'est de démontrer que les deux limites sont les mêmes. Donc, ce sera forcément, si les deux sont infinis, ce sera forcément plus infini et moins l'infini. Mais dans l'ordre que vous voulez. Donc, on distingue, du coup, 4 cas. Donc, on fait clairement une disjonction de cas. Ok. Donc, premier cas, ça va être le cas, justement, où L1 est réel et L2 est réel. Ok. On va procéder par l'absurde, on s'y attendait. Hein. On procède par l'absurde. Donc on suppose que L1 est différent de L2. Puisque je rappelle que nous, ce qu'on veut montrer, c'est L1 égale L2. Donc on suppose que ce n'est pas vrai. Et on va bien voir sur quoi on débouche. Et si L1 est différent de L2, quitte à échanger les rôles de L1 et L2, ce qui ne changera rien à la démonstration, on peut supposer que c'est L1 qui est plus grand que L2. Quitte à échanger les rôles de L1 et L2, on peut supposer que L1 est strictement supérieur à L2. Bon. On choisit, on va le dire comme ça, on choisit un epsilon positif tel que, alors honnêtement, il n'y a rien de dingue, comme L1 est strictement supérieur à L2, strictement, ça veut dire que je peux trouver un L1 moins epsilon, donc un epsilon assez petit, tel que L1 moins epsilon soit encore plus grand que L2, et même que L2 plus epsilon. Bon, j'espère que ça vous paraît logique. Donc il faut que le epsilon soit suffisamment petit, hein, bien sûr, pour que... Quoique, enfin oui. Bon, choisir un epsilon qui fonctionne. Parce qu'en même temps, comme de l'autre côté, je mets L2 plus epsilon, bon, parce qu'à vrai dire, on aurait même pu mettre L2, mais ça ne sert pas à ce qu'on fait après. C'est pour ça que je prends L2 plus epsilon, parce qu'on va voir ce que devient l'epsilon. Alors justement, si je prends un epsilon qui fonctionne, et effectivement, on peut le trouver, dans ce cas, je peux déduire quelque chose sur ce epsilon, si vérifie bien cette inégalité, c'est que 2 epsilon, du coup, si je mets tout... donc ça fait 2 epsilon inférieur strictement à L1 moins L2, si je transforme mon inégalité. Et donc, epsilon inférieur strictement à L1 moins L2 sur 2. Voilà. Et justement, on va avoir une contradiction, parce qu'on va arriver à démontrer, d'une autre manière, que epsilon est aussi supérieur ou égal à L1 moins L2 sur 2. C'est pour ça qu'il va y avoir une contradiction. Donc là, on a choisi le epsilon comme ça. Ok. Bon. Maintenant, on va utiliser quand même le fait que un a pour limite L1 et L2, parce que sinon, on sera un peu hors sujet. Donc, un tend vers L1. Donc, pour ce epsilon, parce que rappelez-vous, tendre vers une limite finie, réelle, ça veut dire que pour tout epsilon, blablabla. Donc ça veut dire que pour ce epsilon en particulier, la définition s'applique. Il n'y a pas de raison, c'est valable pour tout l'epsilon positif. Donc pour ce epsilon,
il existe N1, donc un rang que j'appelle N1, tel que, ben si, enfin, je vais l'écrire comme ça, tel que pour tout n supérieur ou égal à N1, la distance entre UN et L1 est réduite à un nombre inférieur ou égal à epsilon. Donc ça, j'ai appliqué la définition. Maintenant, si je fais la même chose pour UN qui tend vers L2, pour ce epsilon, il existe N2 appartenant à N, tel que, quel que soit N supérieur ou égal à N2, la distance entre UN et L2 soit elle aussi contrainte à être inférieure ou égale à epsilon. Bon, et donc là on commence à avoir l'habitude maintenant, ça fait quand même quelques fois que je vous le sers. Entre ces deux rangs, N1 et N2, je vais prendre le plus grand. Alors pourquoi? Parce que si je prends le plus grand des deux, bah, du coup les deux propositions seront vérifiées. Puisque quand je dis pour tout n supérieur ou égal à N1, bah, si je considère un nombre qui est plus grand que N1, ça a marché aussi, forcément. Vu que c'est vrai à partir de N1, c'est vrai aussi à partir d'un rang qui est plus loin que N1. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse de prendre le maximum des deux pour pouvoir avoir un rang à partir duquel les deux lignes que je viens d'écrire là sont vraies. Donc si on note grand N égale max N1, N2, alors pour tout n supérieur ou égal à grand N, on a donc un moins L1 inférieur ou égal à epsilon et, c'est ce que je disais, un moins L2 supérieur ou égal à epsilon. Maintenant, si chacune de ces inégalités, je les écris sans valeur absolue, ça me fait donc moins epsilon inférieur ou égal à un moins L inférieur ou égal à epsilon, ce qui s'écrit aussi L moins epsilon inférieur ou égal à un inférieur ou égal à L plus epsilon. Ça, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Là aussi, moins epsilon inférieur ou égal à un moins L2 inférieur ou égal à epsilon, ce qui donne donc L2 moins epsilon inférieur ou égal à un inférieur ou égal à L2 plus epsilon. Bon, du coup, je peux en déduire, d'où UN, il va se caler finalement d'un côté, donc je vais pouvoir prendre ce qui est là, donc L moins epsilon, ah, il me manquait d'ailleurs, pardon, il y avait un 1 ici, L1. L1 moins epsilon, je la refais. Et en même temps, il est inférieur ou égal ici à L2 plus epsilon. Et donc finalement, j'en déduis une inégalité sur les epsilon. J'en déduis que L1 moins epsilon, c'est inférieur ou égal à L2 plus epsilon. Si je mets tous les epsilon du même côté, ça me fait ça. Et donc ça revient à epsilon supérieur ou égal, ce que je disais tout à l'heure, à L1 moins L2 sur 2, qui est parfaitement en contradiction avec ce qu'on a trouvé tout à l'heure, avec la façon dont il a été défini, qui impliquait directement, là, que epsilon était strictement inférieur au contraire. Voilà, donc on obtient deux inégalités parfaitement contradictoires. Donc là, on peut dire qu'il y a contradiction, absurdité si vous voulez. Voilà. Ce qui signifie que notre hypothèse était fausse. Donc notre hypothèse était fausse. Et fausse même. Et donc L1 égale L2. Voilà, pour ce cas-là. Donc, maintenant, deuxième cas. Alors, si j'ai plus de place, je vais peut-être le faire là. Donc, deuxième cas. Donc, deuxième cas, j'avais dit, on va prendre L1 qui vaut plus infini et L2 réel. Et ça suffira à vous montrer comment ça marche. Hein. Du moment où on en fait un infini et les réels, on a déjà vu. Donc, je pense qu'après, vous serez en mesure, le troisième cas, le quatrième cas, de les rédiger vous-même. Alors, dans ce cas-là, c'est un petit peu plus rapide. Enfin, oui, quand même, un petit peu plus rapide, je pense. On pose epsilon égale 1, parce que ça va bien fonctionner, on prend simple. Je sais que UN tend vers L2 réel, donc pour ce epsilon, je vais trouver un rang à partir duquel, blablabla, donc je vais
je vais écrire justement ce que me dit la définition. Donc il existe N... Alors je vais l'appeler N2 comme L2, parce que j'aurai après besoin de N1. Donc il existe un rang N2 tel que, quel que soit N supérieur ou égal à N2, on ait la distance entre UN et L2 inférieure ou égale à 1. Donc justement, vous vous rappelez, hein, mon epsilon, je le retrouve ici dans la définition. C'est pour ça que j'ai 1. Bon, donc là j'ai exploité le fait que L2 soit réel, donc UN tende vers ça. Et là aussi, je vais pouvoir réécrire cette inégalité comme L2 moins epsilon inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à L2 plus epsilon. Ok. Ensuite, je vais exploiter le fait qu'elle tende aussi vers plus infini, c'est-à-dire que L1 soit égal à plus infini. Et donc, je vais poser cette fois-ci un A, puisque dans la définition de la limite infinie, j'ai un A. Donc, je pose A qui vaudrait L2. Donc, L2, c'est un réel, hein, donc j'ai le droit de faire ça, plus 2. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que 2, c'est plus grand que 1. Donc on peut dire que ça, c'est plus grand que L2 plus epsilon, strictement même. Bon, alors on laisse ça de côté, puis on va y revenir. Le fait que UN tende vers L1 qui est égal à plus l'infini, ça nous assure qu'il existe un rang N1, cette fois-ci je l'appelle N1 comme L1, tel que à partir de ce rang-là, j'ai UN qui dépasse A. Et A, on vient de l'écrire, rappelez-vous, j'ai dit on va y revenir, A est strictement supérieur à L2 plus epsilon. Bon, donc j'ai obtenu deux choses, une qui va à partir de N2, une qui va à partir de N1. Donc, comme plein de fois, on va prendre le maximum des deux rangs pour que justement ces deux inégalités soient vraies en même temps, enfin soient toutes les deux vraies. Donc en notant n égale max entre N1 et N2, on peut dire que pour tout n supérieur ou égal à grand N, on a les deux inégalités qui sont vérifiées, c'est-à-dire qu'on a UN à la fois inférieur à L2 plus epsilon. Voilà, ça vient de là. Et à la fois, on a UN strictement supérieur à L2 plus epsilon. Donc là aussi, alors j'ai pas écrit d'ailleurs qu'on procède encore par l'absurde, mais c'est même la même idée, hein. Là aussi, oui, alors là, oui. J'ai même pas supposé que L1 était différent de L2, mais bon, clairement. Donc là aussi, par l'absurde, de toute façon, c'est pas possible. Mais, en fait, non, je dis n'importe quoi. Forcément, L1 est différent de L2, là, parce que j'ai L2 réel. Parce que je me disais, non, mais c'est normal, je n'ai pas précisé. L1 et L2 sont forcément différentes. Là, vraiment, on procède par l'absurde, mais directement à partir de l'intitulé du cas, quoi. L'hypothèse, c'est L1 infini, L2 par infini, quoi. Voilà. Et en supposant ça, j'obtiens une contradiction, donc ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, ce n'est pas possible. C'est même pas que les limites doivent être égales. Elles peuvent pas. Voilà. Donc, contradiction. Allez, je conclus. Contradiction. Donc, ce cas ne peut arriver. Voilà, parce que l'hypothèse, on n'a pas fait plus d'hypothèses que ce qui est écrit dans le cas. Voilà. Bon, et troisième cas, quatrième cas que je ne traite pas. Donc ce serait ce serait L1 égale à moins l'infini et L2 appartient à R. Et le quatrième cas, donc vraiment le troisième cas se fait exactement de la même manière que le deuxième, hein, c'est exactement le même type de contradiction. Et le dernier cas, en fait ça se fait bien, bon, vous y réfléchirez, mais ça se fait sans problème parce que justement on a un en plus infini, un en moins l'infini. En gros, d'un côté vous majorez, de l'autre côté vous minorez, donc vous trouvez très facilement une contradiction. Donc là on aurait L1 par exemple qui vaut moins l'infini et L2 qui vaut plus l'infini. Voilà, donc ça, à vous d'y réfléchir tout seul. N'hésitez pas à venir me voir là aussi, hein,
si vous vous demandez comment ça fonctionne et pourquoi vous n'y arrivez pas. Parce que bon, moi je pars du principe que vous avez réussi à les faire si vous ne me demandez pas, hein. Voilà, bon, pour cette vidéo c'est déjà énorme. Donc je vais arrêter là. Du coup, ben, je vous engage après à aller écouter la suivante qui va arriver aussi, qui, elle, portera plus précisément sur les suites convergentes, divergentes. Donc on va revoir du vocabulaire, on va revoir, là aussi, il y aura quelques petites démonstrations. Et aussi des exemples. C'est peut-être ça d'ailleurs qui prendra le plus de temps. Il y a plus tellement de démonstrations là sur la partie que je voulais traiter en vidéo. Mais en revanche, des petits exemples intéressants. Oui, enfin quand même des petites. Je suis en train de regarder, en train de tourner la page. Oui, il y a quand même deux, trois preuves, mais elles sont pas très longues. Voilà. Et des exemples. Bon, ben, en tout cas, merci pour votre écoute. J'espère que c'était suffisamment détaillé et clair. Et encore une fois, je reste à votre disposition s'il y a des questions. Et à très bientôt pour la suite.